Le journal du midi sur Al24 News. Mesdames, messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres. En Palestine, le cauchemar se poursuit. Un jeune Palestinien de 29 ans tombé au martyr à Ramallah sous les balles sionistes. Dans les développements au Soudan et alors que les combats se poursuivent, l'émissaire des Nations Unies, Volker Perthes, déclaré persona non grata. Le dossier de l'adhésion de la Suède à l'OTAN, également à la une, le ministre de la Défense suédois déclare que Stockholm est prête à accueillir des troupes avant même l'entrée officielle de son pays à l'organisation du traité atlantique. Et enfin, Joe Biden et Rishi Sunak, côte à côte à Washington. Les États-Unis et la Grande-Bretagne annoncent la naissance d'un nouveau partenariat économique entre les deux pays. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministre de l'Agriculture algérien et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Hani, a été reçu par le président de la République du Venezuela, Nicolás Maduro, accompagné par la vice-présidente Delcy Rodríguez dans la capitale vénézuélienne, Caracas. Cette rencontre intervient en marge de la participation du ministre aux travaux de la 4e session du comité intergouvernemental algéro-vénézuélien. Les 8 et 9 juin, à cette occasion, le ministre a échangé avec le président vénézuélien sur plusieurs questions et sujets de préoccupation pour les deux parties afin d'élargir les horizons de partenariat et de coopération entre l'Algérie et le Venezuela. Et dans les territoires occupés de la Palestine, un jeune Palestinien a été abattu aujourd'hui, vendredi, par les forces d'occupation près du poste de contrôle militaire de Rantis, à l'ouest de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie, selon le ministère de la Santé, qui a indiqué, après avoir été informé par l'autorité générale des affaires civiles, qu'il s'agit de Mahdi Samir Mohamed Bayatsa, âgé de 29 ans, qui a été tué près du poste de contrôle militaire de Rantis. Un mouvement de protestation a été organisé devant le Parlement marocain dans la capitale Rabat par des militants du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation afin de protester contre la visite du président de la Knesset, Amir Ouana, au Maroc. Les participants avaient brandi des slogans exprimant leur solidarité avec la Palestine et s'opposant à la visite du président du Parlement sioniste. Les détails avec Tinin Al-Makassi. Plus de 2 ans après la signature des accords d'Abraham entre le royaume et l'entité sioniste, l'hostilité populaire envers ce rapprochement est encore bien ancrée dans le pays. Et la visite d'Amir Ouana, président du Parlement sioniste, soit le 3e homme fort de l'entité, ne passe pas. On ne peut pas accepter que le chef du Parlement israélien puisse venir ici en toute impunité, alors que ce Parlement israélien, c'est un Parlement d'extrême droite actuellement, un Parlement où dominent les fascistes, et qui vient ici pour être reçu par le Parlement marocain. Donc on est là en tant que Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, pour protester contre la normalisation en général et contre cet aboutissement de la normalisation, qui est la normalisation entre les parlements marocains et le Parlement sioniste. Aux alentours du Parlement marocain à Rabat, ils étaient des centaines de manifestants à avoir joint leur voix à celle du Front marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de trahison à la cause palestinienne et aux principes fondamentaux du peuple marocain.
Nous sommes ici aujourd'hui pour dire au président du Parlement marocain qu'il n'a pas le droit de recevoir ici le sioniste qui a commis des crimes de guerre, de le recevoir ici sur la terre marocaine et encore moins au nom du peuple marocain. Nous sommes ici pour dire aussi qu'on continue la lutte et que ces accords de normalisation, nous les ferons tomber et que nous continuons à lutter pour que la Palestine soit libre. Cette normalisation crée également de vives tensions politiques dans le pays. En mars dernier, le Parti de la Justice et du Développement, parti de l'ex-premier ministre Abdillah Ben Kiran, avait dénoncé cette dernière, dans la foulée des violences et des agressions à l'encontre des Palestiniens dans les territoires occupés. Ce qui fait également grincer les dents des Marocains, c'est de voir leur diplomatie se transformer en avocat de l'entité sioniste et de leur plan expansionniste et déstabilisateur en Afrique. Et le secrétariat général de la Conférence générale des partis arabes condamne les manœuvres militaires internationales de l'Union africaine au Maroc, auxquelles l'entité sioniste participe, dans un développement qui laisse présager le rôle de Rabat dans la promotion de la normalisation avec l'entité sioniste et faisant du Maroc une nouvelle porte d'entrée du projet israélien sur le continent africain. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra dimanche 11 juin en Tunisie, accompagnée de la première ministre italienne Giorgia Meloni et du premier ministre des Pays-Bas Mark Rutte. Le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, a annoncé que les trois dirigeants vont rencontrer le président Kais Saied pour des réunions qui vont porter sur les relations bilatérales entre l'Union européenne et la Tunisie. Nous vous le disions en titre, l'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, a été déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais, qui l'accuse d'avoir une responsabilité dans la guerre où des affrontements se poursuivent ce vendredi aux apports du plus important complexe militaire du pays. Le gouvernement avait demandé aux Nations Unies que Volker Perthes soit remplacé et face à leur refus, il n'avait pas d'autre choix que de prendre cette décision, assure cette source. Fin mai, dans une lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, avait réclamé le limogeage du diplomate allemand. Le dossier de Nord Stream 2 revient sur le devant de la scène alors que Zelensky, le président ukrainien, dément toute implication. Une enquête du Washington Post affirme que les services américains étaient au courant d'un projet de sabotage des gazoducs. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le mystère reste entier concernant l'affaire Nord Stream. Le gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne fait l'objet d'accusations interposées depuis le sabotage des deux pipelines. Enquête et contre-enquête sont menées sans pour autant démêler le vrai du faux dans cette affaire hautement sensible sur le plan diplomatique. Américains, Anglais, Russes et Ukrainiens ont tous été accusés d'être à l'origine du sabotage. Tous pourraient avoir une raison d'être les auteurs de l'opération. Les États-Unis ont longtemps été opposés au gazoduc, allant jusqu'à établir en 2017 des sanctions contre toute entreprise européenne qui participerait à la construction de gazoducs russes. Selon une enquête du Washington Post, la CIA aurait été prévenue en juin 2022 par un service de renseignement d'un pays européen encore inconnu que des forces spéciales ukrainiennes comptaient faire exploser les gazoducs. Le Kremlin, quant à lui, pointe une responsabilité anglo-saxonne, faisant référence aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un sabotage délibéré. Nous avons déjà évoqué les faits dont nous disposons sur l'éventuelle implication d'anglo-saxons dans cet attentat terroriste visant des infrastructures énergétiques internationales. Tous les autres détails doivent être révélés par une enquête internationale transparente. L'enquête allemande, elle, pointe vers une équipe de 6 Ukrainiens suspectés d'avoir embarqué à bord d'un yacht au nord de l'Allemagne avant de se rendre non loin des côtes danoises à proximité du lieu des explosions qui ont mis hors de service Nord Stream 1 et 2. Même si le plan aurait été exécuté par des Ukrainiens, aucune preuve pour l'instant de l'implication directe de Kiev,
Rien n'empêche les services russes, américains ou encore anglais d'avoir engagé des Ukrainiens pour brouiller les pistes. Le président ukrainien a quant à lui nié toute implication officielle de Kiev dans l'opération de sabotage. L'implication avérée de l'Ukraine pourrait détériorer la solidarité européenne envers Kiev. L'Allemagne dépendait grandement des exportations russes de gaz via les 2 gazoducs. Et la Russie rapporte que des combats ont eu lieu dans la région de Zaporizhia, où se situe la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Des observateurs y voient les prémices de la contre-offensive attendue de Kiev. Au moment où l'Ukraine se dit prête à lancer cette opération, ces développements surviennent dans un contexte tendu lié à la destruction du barrage de Kakhovka dans la région de Kherson dans la nuit de lundi à mardi dernier. Le ministre de la Défense suédois a affirmé que Stockholm pourrait permettre à l'alliance OTAN de déployer ses troupes avant même l'adhésion officielle de la Suède à l'alliance. Pour rappel, les autorités suédoises ont formulé une demande officielle pour rejoindre l'OTAN dans la foulée du conflit en Ukraine. Le pays voisin, la Finlande, avait emboîté le pas au mois d'avril dernier. Au lendemain de l'attaque au couteau perpétrée en plein centre d'Annecy, le président français Emmanuel Macron est arrivé à l'hôpital de Grenoble au chevet de 3 enfants blessés victimes de l'attaque. Un examen psychiatrique du suspect en garde à vue, un réfugié syrien en situation régulière. Les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne étaient réunis à Luxembourg afin de tenter de trouver un accord politique sur le pacte européen sur la migration et l'asile. Les ministres européens de l'Intérieur ont trouvé jeudi dernier un accord sur les 2 principaux volets d'une réforme du système d'asile au terme d'une journée de difficiles négociations. C'est ce qu'a annoncé la ministre suédoise chargée des migrations, Maria Malmer. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président américain Joe Biden ont annoncé à Washington le lancement d'un nouveau partenariat économique entre les 2 pays qui porte aussi sur l'intelligence artificielle et sur la sécurité énergétique et sur la fiabilité des chaînes d'approvisionnement. Et en matière de défense, le président américain Joe Biden avait promis d'ouvrir le marché américain aux industriels britanniques afin de doper le développement d'armes sophistiquées tels que les missiles hypersoniques. Together with more than 50 partners, have committed historic levels of security assistance to Ukraine. Nous avons également discuté de notre soutien indéfectible au peuple ukrainien qui se défend contre l'agression la plus brutale que nous ayons vue depuis longtemps de la part de la Russie et de Poutine. Le Royaume-Uni et les États-Unis ainsi que d'autres, plus de 50 partenaires, ont engagé des niveaux historiques d'aide à la sécurité à l'Ukraine et je tiens à remercier le Premier ministre pour son leadership fort qui a fourni des quantités importantes d'aide à la sécurité et à la formation des troupes ukrainiennes afin qu'elles puissent utiliser efficacement l'équipement et les munitions que nous avons fournis collectivement. On reste aux États-Unis et concernant l'affaire des archives de la Maison-Blanche et dont l'ex-président américain Donald Trump est inculpé. Il est accusé d'avoir emporté des documents parfois confidentiels lors de son départ de la présidence. Il a clamé son innocence à travers une vidéo publiée sur un réseau social. Les faits remontent au mandat présidentiel de Donald Trump de l'année 2017 à 2021.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a nommé Afida Erkan à la tête de la Banque centrale turque. Afida Erkan, qui est passé entre autres par la First Republic Bank et Goldman Sachs, aura la lourde tâche de s'attaquer aux deux problèmes endémiques de l'économie, à savoir la réduction de l'inflation et la stabilisation du niveau de la monnaie turque. Voilà pour l'essentiel de l'information à l'actualité sur Al 24 News continue. Excellent après-midi à tous.